Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement, en tout cas au moins au niveau du score. L'OGC Nice concède le match nul 1 partout au Moustoir après avoir ouvert le score face à cette équipe de Lorient détestable, tout comme son président. On y reviendra évidemment. C'est Evan Guessant, buteur cette fois-ci, avant que l'OGC Nice ne concède sur une erreur individuelle de Youssouf. L'égalisation en toute fin de rencontre, c'est dommage. On a vu des choses très intéressantes, on a peut-être même vu un meilleur match, en tout cas des Niçois, que la semaine précédente, mais malheureusement on doit se contenter d'un point et d'un scénario encore une fois cruel. On va revenir là-dessus, on va évidemment parler aussi du mercato qui s'agite, peut-être, en tout cas la fin étant imminente, plus que 11 jours, il va bien falloir que ça bouge. Les noms, vous en avez entendu parler, Serginho Dest, Lucas Digne et autres, on y reviendra dans notre analyse du match. Et puis voilà, je pense que ça sera déjà bien, une petite thérapie collective, on va dire que c'est une demi-thérapie, un peu comme il y a les demi-accords maintenant en période de mercato, parce que bon, on peut pas non plus dire que 2 points en 2 matchs, comme le Grand Paris Saint-Germain, ce soit une véritable contre-performance, mais on peut aussi voir que c'est peut-être déjà 4 points de perdus dans la course aux ambitions de l'OGC Nice. On va parler de ça en compagnie d'Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Je vois que l'émission commence fort. Tu sors déjà les fourches et tu tires à balles réelles sur le président Lorienté. Pour ma part, j'ai eu bon pour le résultat, donc je suis content. Et puis, il y a pas mal de choses positives à dire, je pense, donc je suis content d'être là. Je me suis retenu de dire Loïc Ferry-Salchov en respect à ton propre style capillaire, Alric, mais je n'en Et à pense, celui de j'en Brice, pense à moi. On embrasse Brice, on embrasse Bada. J'allais dire on embrasse Romain, mais bon, maintenant qu'un petit passage par la Turquie, il a quitté le FC Chauve, donc du coup, voilà, tous les Chauves qui ont pu passer dans l'émission et qui nous écoutent, on vous embrasse, mais voilà, franchement, vous êtes dans la même team que Loïc Ferry, remettez-vous en question. Il n'est pas chauve, lui, mais il est tout aussi blasé et dégoûté de cet après-midi. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, très frustré par ce match parce que je pense qu'on avait largement la place de le gagner. Bon, on va y revenir, mais là où le match contre Lille c'était un match nul pour moi heureux, là c'est vraiment une contre-performance. C'est très dommage. Ça va être 2 scores et 2 scénarios relativement similaires, en tout cas du fait que l'OGC Nice ouvre le score et concède une égalisation dommageable en fin de rencontre. Après sur le contenu, et on en parlera juste après avoir évoqué les choix du 11 aligné par Francesco Farioli, je pense que dans le contenu on peut quand même davantage trouver de satisfaction et se féliciter, peut-être aidé par la faiblesse de l'adversaire également, mais voilà, on y viendra. Commençons par le commencement, et comme on le fait d'habitude par le 11 de l'OGC Nice, d'autant plus que autant la semaine dernière il y avait peut-être micro-débat sur la titularisation de Youssef Attal plutôt que celle de Jordan Lotomba, mais globalement voilà, on comprenait la plupart des choix, même si on ne les partageait pas. Là, un peu plus de surprise et de perplexité en lisant ce 11, je vous le rappelle. Marcin Bulka, du coup, dans les buts. Jusque-là, tout va très bien. Youssef Attal sur le côté droit, une charnière Rosario Dante, Melvin Barr à gauche, un milieu de terrain, Morgan Sanson, Youssouf Ndachimie, Kefren Turam, et devant Gaëtan Laborde, Evan Guessant et Sofiane Diop. Les principales, on va dire, surprises, c'est l'absence du groupe de Jean-Claire Todibo en tribune et la mise sur le banc de Terem Moffi pour 2 raisons physiques évoquées. La réalité est peut-être un peu différente et on en parlera. Messieurs, voilà, ce 11 assez expérimental. Alors, sur le papier, on ne peut pas dire qu'il est inférieur à celui du FC Lorient. La plupart des joueurs, on les apprécie et ils ont pu montrer des choses positives pendant la préparation ou face à Lille. Je pense notamment à l'entrée d'Evan Guessant qui peut expliquer en partie sa titularisation. Mais encore des choix forts de Francesco Farioli. Je pense spontanément à Youssouf préféré à Hicham Boudaoui, à Youssef Attal préféré à Jordan Lotomba, à Gaëtan Laborde ou à Evan Guessant, selon comment vous machinez le 11 préféré à Badreddine Bouanani encore une fois. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce 11, entre explications parfois douteuses ou en tout cas pas totalement vraies, et entre vrais choix sportifs à la lecture de ce 11 avant le scénario du match? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais me permettre de commencer. Au-delà des possibilités concernant le départ ou pas de Jean-Claire Todibo et la mise un peu à l'écart de Terem Moffi pour des problèmes de transit intestinal, moi, il y a quelque chose qui me gonfle et j'espère que ça ne va pas se reproduire parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais voir encore Youssef Attal sur le terrain, c'est pas possible. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Lotomba n'est pas titulaire. Surtout que Youssef Attal, il n'a pas fait
un grand match aujourd'hui. Il fait plus de différence, mais on y reviendra. Il fait un meilleur match que sa première période face à Lille. Déjà, on peut au moins lui Vu qu'il a joué reconnaître plus ça. de 45 minutes, oui, forcément. Puis de meilleure facture. Mais je te suis jusque-là pour Jordan Mais Lopez. après, ce que j'ai trouvé au départ et qui m'a un peu calmé en seconde mi-temps, c'est la non-titularisation de Boudaoui sur le... Pas Boudaoui, pardon. Buonani sur le côté, en lieu et place d'Evan Guessant. Mais au final, Evan Guessant a fait un plutôt bon match, même si je lui reproche des gros problèmes au pressing. Je trouve qu'il va pas trop se battre quand il n'a pas de ballon. Mais globalement, voilà. Après, Youssouf à la place de Boudaoui, c'est pas déconnant, même si le scénario me fait mentir. Donc globalement, rien de scandaleux, à part peut-être la présence d'Atal à la place de Lotomba. Ouais, il y a pas mal de choses où je suis en accord. Je vais pas revenir sur Lotomba et Attal. Moi, je comprends pas trop pourquoi Lotomba est pas titulaire. Pareil, bon, en attaque, moi, Guessant, c'est vrai qu'au début de match, je pensais que, au vu de l'absence de Mofis, ça allait plutôt être Laborde qui allait être réaxé, vu que c'est son poste naturel. Je me suis même dit à un moment donné qu'on allait avoir Guessant à droite et Laborde plutôt dans l'axe, et en fait, bon, c'était l'inverse. Guessant m'a fait mentir. Alors, c'est pas que je pense que c'est un mauvais joueur, au contraire. En plus, il avait fait une très bonne entrée contre Lille. Je trouve qu'il a vraiment fait son match et c'est rassurant de voir que si Terem Moffi n'est pas là, on a un attaquant qui, bon, a peut-être pas les mêmes qualités, mais qui quand même fait son match. En tout cas, il a fait son match cet après-midi et il est logiquement récompensé par un but qui, en plus de ça, est pas si évident à mettre parce qu'il fait un beau geste. Après, moi, voilà, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on n'ait pas vu Boudaoui au milieu de terrain. Bon, qui fait pas une très bonne entrée, mais vu le match, le contexte dans lequel il est rentré, c'est peut-être Au compliqué. plus Je mauvais comprends moment, pas hein, au moment trop. où on fait un Voilà, coup c'est sur la ça. tête. Je comprends pas trop le fait qu'il soit pas titulaire. Alors peut-être il revient de blessure. Il a joué un bout de Je match pense la que c'est ça, dernière hein. fois. Peut-être, voilà, ça doit être ça. Dans un match où notamment tu vois que Lorient ne veut pas jouer à une défense à 5 comme ça, tu sais que tu vas avoir la maîtrise. C'est dommage de se priver d'Hicham Boudaoui. Alors c'est pas sur le fait que Youssouf fait son erreur, mais bon, Youssouf a pas été très très bon, je trouve, aujourd'hui. C'est malheureux. Bon, moi, je lui en veux pas pour son erreur parce que c'est un joueur qui nous a fait beaucoup de bien, mais en tout cas, voilà, moi, c'est sur le cas Boudaoui que j'ai un peu plus de mal parce que je pense qu'avec Hicham Boudaoui, on aurait pu avoir encore plus de maîtrise, encore plus d'occasions que l'on en a eu. Et vu le nombre d'occasions qu'on doit avoir pour mettre un but, ça aurait pas été de refus, quoi. Et est-ce que ce n'est pas aussi un peu peut-être paradoxal d'aligner à la fois Pablo Rosario en défense centrale pour l'absence, comme on le disait, de Jean-Claire Todibo et Youssouf au milieu de terrain, alors qu'en fait Youssouf c'est un peu le remplaçant naturel, en tout cas il a été recruté pour ça et c'est ce qui semble se destiner en cas de départ de toute façon de Jean-Claire Todibo, voilà, du défenseur français directement dans la charnière avec Dante. Et du coup, voilà, mettre soit Pablo Rosario en 6, soit Hicham Boudaoui, comme on le disait. Là, est-ce qu'au final, c'est pas voilà, se priver non seulement un peu de vélocité en charnière centrale, et on le paye peut-être aussi en plus de l'erreur de Youssouf sur le but l'orienté, et de maîtrise de jeu, comme vous le disiez, si on avait eu le Prince de Béchar au milieu. Alors bien sûr, son entrée n'est pas terrible. Après, peut-être au plus mauvais moment aussi, c'est facile de refaire le scénario du match après à la lumière de cet événement et du résultat. Mais bon, enfin, moi je Je suis suis quand pas même tout à fait globalement d'accord avec ça, hein. partisan de. Moi, je termine juste avec, moi je suis quand même partisan globalement de mettre les joueurs à leur poste. Et là, j'ai l'impression que c'est pas forcément le choix qui a été fait par Francesco Farioli, pardon. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que on joue à 4 derrière. On sait que Youssouf, c'est quand même mieux en défense quand ça joue à 3. Donc, clairement, je ne mettrais pas Youssouf à la place de Rosario en défense centrale. C'est pas déconnant de le mettre à la place de Boudaoui. Boudaoui s'est blessé à la fin de la préparation. On sait qu'il a un physique qui est compliqué, qui est fragile. Donc, je trouve pas déconnant de pas avoir Boudaoui tout de suite sur le terrain en tant que titulaire, d'autant plus que sa rentrée là est vraiment très très compliquée. Alors certes, il rentre au mauvais moment, c'est là où l'équipe baisse un peu le pied, il y a cette erreur, il y a ce but encaissé, mais en plus, voilà, il n'a pas apporté quelque chose de plus. Pour moi, ça me choque pas de voir Youssouf en numéro 6, en point de basse du milieu de terrain. Voilà, non, moi, je reste persuadé que, sans dire que le remplaçant de Todibo, c'est Rosario, parce que c'est quand même, enfin, c'est aberrant de dire ça comme ça, je préfère Rosario en défense centrale pour l'instant.
Oui, moi pareil. Je pense que s'il y avait un choix à faire en défense, bon, en plus, moi, j'ai souvent répété que je trouvais que Rosario faisait de bons matchs en défense. Surtout que, bon, aujourd'hui, honnêtement, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait son match, hein, il n'a pas fait d'erreur. Bon, peut-être sur le but, il est un peu lent, on va dire. C'est même Il pas une gêne pas erreur, hein, trop c'est juste que l'attaquant. avec Voilà. la vitesse supérieure à la moyenne de Jean-Claire Todibo, peut-être qu'il Ouais. aurait pu gêner l'attaquant, mais c'est pas une erreur à Mm. proprement parler de, de, Voilà, c'est de, ça. de Rosario, évidemment. C'est ça, mais en tout cas, moi, le choix de Rosario, enfin, vu qu'il a souvent joué à ce poste-là maintenant depuis la préparation, ça m'a pas plus choqué que ça. Moi, c'est vraiment le cas plutôt Boudaoui en 6 qui m'a un peu, qui me laisse un peu perplexe, on va dire. Mais je pense que dès le prochain match, peut-être on aura une surprise, mais je pense il sera titulaire, à mon Ça va avis. forcément tourner à un moment donné, je pense. Mm. Hein. Ouais, je pense aussi. En attendant, peut-être aussi une recrue dans ce secteur du jeu ou un départ, hein, parce que Jean-Claire Todibo, on le rappelle, est toujours plus ou moins sur les tablettes de Manchester United. On attend que ça se décante aussi de ce côté-là, de peut-être recevoir une offre aussi officielle, mais bon, hein, son problème physique peut-être cache aussi une blessure légèrement diplomatique. En attendant, des évolutions en début de semaine prochaine devrait également y en avoir dans le sens des arrivées. Hein. On sait que Lucas Digne se rapproche de l'OGC Nice, alors bien évidemment, tant que ce n'est pas signé, tant qu'il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, on ne sait pas ce qui peut se passer, d'autant plus qu'on le rappelle, Lucas Digne était aussi ciblé par l'Arabie Saoudite et que le mercato se termine beaucoup plus tard là-bas, pour l'instant le 20 septembre, mais bon, pour l'instant ça sent bon, on n'a jamais été aussi proche d'avoir un successeur à Dalbert, mais bon, ça se confirmera probablement la semaine prochaine. Donc cette défense qui, de toute façon, entre voilà, les blessures, les méformes, les recrues, les départs, est amenée à changer très rapidement dans les prochaines semaines. On va peut-être quand même parler de la performance de deux joueurs en particulier. Je voudrais déjà parler, commençons. Alors si tu veux, par Melvin Barr. Melvin Barr, on le connaît, on sait que dans cette émission, on a peut-être été un peu plus gentil avec lui que la moyenne des supporters niçois. Alors peut-être pas toujours à raison, hein, c'est évidemment une émission animée et commentée par des supporters avec la subjectivité qui va naturellement envers les joueurs qu'on peut préférer. Mais très clairement, sur ce début de saison, sur les deux matchs faits par Melvin Barr, alors bien sûr, il y a toujours des centres un peu folkloriques. Il y en a eu des meilleurs en fin de rencontre, mais il y a aussi quand même une abnégation, un volume de jeu et peut-être tout simplement des combinaisons avec des joueurs, ou en tout cas un style de jeu initié par Francesco Farioli qui lui correspond peut-être un peu plus, ou qui lui permet de mettre un peu plus en avant certaines de ses qualités. En tout cas, il fait pas tout très bien, c'est clair. Mais bon, je me suis un peu moqué de lui au tout début du match lorsqu'il y a un bon centre et j'entends le commentateur de Prime qui dit bon centre de Melvin Barr. Je me suis dit c'est un oxymore, ça marche pas. Mais pour le coup, il a fait un bon match et il n'y a aucun problème à le reconnaître. Il faut faire preuve d'honnêteté. Je pense que c'est son deuxième bon match. Enfin, c'est le deuxième bon match. En deux matchs, c'est bien déjà. En deux matchs, ouais, c'est bien. C'est un peu horrible ce que Bon je suis en ratio. train de dire. Bon En ratio, c'est bien. Voilà, il a 100% de Il y en bons a matchs. qui font pas deux bons matchs dans la saison, après tout. C'est ça. Donc, Coucou Sofiane Diop, Ouais. pardon. Mais par contre, ouais, moi, il m'impressionne parce qu'il est volontaire, parce que défensivement, c'est bon. Offensivement, on sait que c'est quelque chose à travailler pour lui, mais il a fait des bonnes choses, surtout en seconde mi-temps. Enfin, clairement, un peu plus de promptitude de Terem Moffi sur son petit centre en cloche et ça fait but. Non, ça fait plaisir de le voir ça et peut-être que, comme tout le monde, il lit ce qui se dit sur les réseaux. Il doit être au courant. Il sent le souffle de Lucas Digne sur sa nuque. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il doit être au courant qu'il y a quand même un gros morceau qui viendra lui apporter, qui devrait, pardon, lui apporter de la concurrence. Et logiquement, ça va créer une émulation à ce poste. Je ne dis pas qu'il va devenir exceptionnel du jour au lendemain, je lui souhaite, mais c'est plutôt encourageant ce qu'on voit de sa part. Ouais, pas mieux, hein. Content qu'on parle de Melvin Barr justement sur ce match-là, parce que je trouve vraiment qu'il a fait un très bon match, hein. Je vais pas redire ce qu'a dit Elric, mais moi ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que des fois il joue un petit peu avec le frein à main. Alors il était très volontaire, mais il osait pas trop monter. Et notamment sur ce match, je trouve que beaucoup des offensives en fait sont passées de son côté, parce qu'il s'est dit j'ai des solutions, j'essaie de combiner, ou alors j'en ai pas et j'essaie de faire la différence tout seul. Et il y a quelques fois où c'est passé. Et donc je me suis dit, c'est bien qu'il ose, parce que en fait c'est un peu plus général à l'équipe. Des fois j'ai l'impression qu'ils osent pas forcément, alors que en fait quand les rares fois où ils osent, c'est là qu'on se crée des occasions et qu'on arrive à faire de belles actions. Donc justement c'est bien qu'il ait eu cette mentalité, je trouve,
depuis l'arrivée de Francesco Farioli, parce que je trouve qu'il a fait une très bonne préparation. Un bon match contre Lille, et là il a fait un très bon match, donc on retrouve un peu le Mevin Bar de ses débuts à Nice il y a 2 ans, je trouve, qui était quand même plus solide. Quand je veux dire solide, c'est vraiment sur sa prestation globale, parce que défensivement, bon, des fois il fait quelques petites erreurs, mais c'est quand même correct, et après c'était plutôt offensivement qu'il avait du mal, et je trouve qu'il est en progrès, donc j'espère que ça va continuer, parce que notamment un poste où on n'a toujours pas recruté, bon, j'espère que ça va arriver, mais à force de dire que ça va arriver, pour l'instant il n'y a personne. Au moins il est là, il a fait ses matchs pour le moment, et c'est important. Ce qui est intéressant, je trouve, et c'est vraiment inhérent à ce que Francesco Farioli veut mettre en place à l'OGC Nice, on voit que les latéraux, de toute façon, participent davantage au cœur du jeu, et on le voit se réaxer assez souvent. Ça l'a pas empêché des fois de bouffer la ligne, notamment en fin de rencontre pour remonter le ballon. Mais il a peut-être aussi, avec Sofiane Diop, malgré, voilà, on parlera de la difficulté de son match, mais aussi avec dans sa zone, on sait que Efren Thuram qui souvent monte un peu dans les demi-espaces comme ça, milieu gauche, on sent qu'il a peut-être davantage de personnes avec qui combiner, avec qui coulisser. Et du coup, aussi, il peut davantage se montrer. Il est peut-être moins cantonné à un rôle le long de la ligne où il fallait, après une course de 20, 30, 50 mètres, balancer un centre le long de la ligne de corner, ce qui peut-être allait moins bien à ses qualités, notamment quand on sait que ses qualités de centre, c'est pas forcément les premières auxquelles on pense. Moi, voilà, en tout cas, j'estime qu'il y a aussi peut-être une partie de ce qu'on lui demande de différent par rapport à la saison dernière, qui lui permet de s'exprimer un peu mieux. Peut-être qu'il se sent un peu plus en phase avec cette philosophie de jeu. Après, je pense que l'arrivée aussi d'un concurrent et d'un ancien international français à ce poste-là lui apprendra beaucoup de choses dans sa progression, puisque ça reste un très jeune joueur. Son pendant à droite, c'est une toute autre affaire. Alors non pas que Youssef Attal ait fait un mauvais match, hein, comme on le disait tout à l'heure en préambule. Je pense qu'on peut, il fait un match plus cohérent que sa première période face à Lille la semaine dernière, mais c'est au final assez peu. Il a apporté des choses intéressantes, je trouve, aussi en fin de match, en se réaxant comme ça, vu qu'il avait, on sait, cette facilité technique. Il essayait de un peu couper des lignes par sa qualité de passe, par des redoublements, des combinaisons. Donc quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, ce n'est plus, alors soit par consigne tactique, soit également par économie physique, puisqu'on sait que c'est le nœud du problème avec Youssef Attal. C'est plus le joueur virevoltant, explosif, qui va casser des lignes, remonter le ballon, comme on a pu le connaître ces dernières années. Et c'est peut-être à ce compte-là, messieurs, qu'aujourd'hui, on préférerait voir un Jordan Lotomba qui, bien sûr, n'est pas le même joueur que Youssef Attal prime, on va dire, mais a peut-être un volume de jeu plus important, une remontée de ballon peut-être plus rapide, une volonté d'effacer en 1 contre 1 ses adversaires ces derniers mois, qui est plus efficace et plus marquée que celle de Youssef Attal. Bref, un registre différent qui peut-être colle mieux à ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Et là, on se pose la question, pourquoi Youssef Attal est titulaire, pourquoi Jordan Lotomba ne joue pas? On sait qu'il y a aussi la question d'un départ pour l'international suisse. Est-ce que lui n'a pas envie d'aller voir ailleurs? Le club n'estime pas qu'il est arrivé au bout d'un cycle, et c'est peut-être le moment où, voilà, ça fait écho à la rumeur d'un Serginho Dest qui a priori devrait aller au PSV plutôt, mais qui expliquerait que l'OGC Nice cherche encore un latéral droit, malgré le fait d'avoir au moins 3 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, dont l'excellent Jordan Lotomba version 2023. Moi, ça m'inquiète un petit peu, cette histoire du latéral droit. Parce que, en fait, bon, moi j'espérais qu'on recrute un latéral droit en début de mercato, mais après je me suis dit que. Recruter en début de mercato, mais ce n'est pas du tout l'ADN du club, voyons. Oui, non, oui, voilà, c'est quelque chose Recruter tout je court, sais. hein, Mais, non, quand même. mais du coup, moi je m'étais dit, bon, étant donné qu'il n'y a pas de départ, on va pas forcément recruter à ce poste-là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même entendu par-ci par-là quelques fois que Jordan Lotomba, quand même, était venu au départ dans la peau d'un titulaire, et que s'il n'était pas titulaire, il aurait peut-être des envies de départ. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, il ne joue pas, et là, il est même pas entré en jeu, alors que quand même, contre Lille, il était entré en jeu. J'ai pas trop envie qu'on gâche un petit peu le fait que Jordan Lotomba était sur une bonne lancée la saison dernière. Et bon, contre Lille, il avait fait une mi-temps correcte, il n'avait pas forcément pu se montrer, mais de se priver, voilà, de Jordan Lotomba pour mettre Youssef Attal, bon, qui n'a pas fait un match catastrophique, mais qui a fait un match voilà, moyen, on va dire. Il a fait 90 minutes sans voilà. se blesser, déjà. Il a fait son match, on va blague dire. à part, mais au moins il a fait son match en entier.
Mais moi, voilà, j'ai pas envie qu'on se crée un dossier mercato supplémentaire dans les 15 derniers jours de ce mercato. Alors déjà qu'on a du mal à recruter, on va pas, enfin, ça serait bien de pas se mettre un nouveau dossier mercato comme ça dans les pattes, quoi. Donc voilà, on va voir, mais ça m'inquiète un peu et j'aimerais bien qu'on se disperse pas avec des interrogations comme celle-ci, en fait. Alors j'entends ce que vous dites, mais pour faire ce qu'a fait Youssef Attal, on n'a pas besoin de Youssef Attal en fait. Mm. Je veux dire, Youssef Attal, normalement, il est utile parce qu'il fait des différences, parce qu'il crée le dribble, parce qu'il inspire la peur un petit peu dans la défense adverse. Pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, Jordan Lotomba peut largement le faire. Même Tom Louchet pourrait très bien le faire. Donc je suis désolé, c'est pas un bon match de Youssef Attal. Alors on va quoi? On va applaudir le fait qu'il s'est pas blessé pendant 90 Non, minutes? c'est un match à 5-6 sur 10 que la plupart des bons latéraux droits pourraient faire. Bien entendu, j'entends ce que tu dis, que quand tu titularises Youssef Attal, normalement c'est pour qu'il apporte ce qui était ses qualités propres de duel, de Mais c'est ce que vitesse, demande de Farioli surtout. contre-attaque, tout ça. Là, en fait, il a fait ce que, je vais même dire, même Jérémy Pied l'aurait fait à l'époque, en Il a fait. fait un match moyen, quoi. Un match correct, mais sans plus. Ben voilà, sauf que ça ne justifie pas pour moi le fait que Jordan Lotomba ne puisse pas prendre sa place. Donc je comprendrais tout à fait que Lotomba, qui a quand même fait le bouche-trou, excusez-moi l'expression, mais pendant plusieurs années, dise moi ça me pète les roustons, je m'en vais. Vous me prenez pour un con, je m'en vais. Non, il mérite de jouer au vu de ses prestations l'année Mais dernière en complètement, plus. hein, Donc, complètement. ouais, c'est pas Je logique. comprends pas ce choix de coaching. Alors, on dit oui, mais si on veut le vendre, il faut le montrer. Mais vu qu'il apporte rien, c'est compliqué, quoi. Donc moi, je persiste et je continue en disant que Youssef Attal ne doit pas être titulaire sur le terrain. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, Il surtout n'apporte que rien. tu te projettes pas avec lui au-delà de sa dernière année de contrat. Enfin, Mais peut-être, ça fait remarque, déjà on n'est pas dans 2-3 les. ans qu'on se projette, on- que on se projette on- plus. Enfin, la preuve, il est toujours là et aujourd'hui, il est titulaire. Donc, c'est que malgré tout, notre entraîneur actuel doit le préférer. Et bon, après, chacun sa préférence et son appréciation. Mais effectivement, ça pose peut-être davantage des questions au niveau voilà, stratégie, mercato, comme le disait Jérémy, puisque c'est risqué aussi de se rajouter un dossier supplémentaire. Et encore une fois, je reviens à la rumeur Sergino Dest, qui a priori était quand même un minimum fondé et du coup signifie bien qu'on chercherait aussi un latéral à droite en plus du dossier du latéral gauche. Mais voilà, bref, à suivre dans les 11 prochains jours, du coup, qui nous séparent de la fin du mercato. Je me permets de te couper, Bien Sky, sûr. pour le mercato. Justement, il y a Nice Matin qui dit que Lucas Digne est enfin, l'OGC Nice est tout proche de trouver un accord avec Aston Villa pour un prêt avec option d'achat pour Lucas Digne. Et quant à Evan Guessant, il aurait décidé de rester à Nice cette saison. Voilà. Evan Donc, selon les Guessant, informations de Nice Matin. alors, merci pour la base décisive à Nice Matin. Il y a toujours des infos qui tombent quand on est en plein enregistrement. Ça Mais fait, c'est ça fait normal, plaisir. parce que c'est une grande émission. Au moins, ça fait un peu breaking news, mais bon, C'est ça. tant mieux. Evan Guessant, si tu le veux bien, Jérémy, on en parlera peut-être quand on va passer à l'attaque aussi. Et Lucas Digne, voilà, on le disait, a priori, ça sent bon pour une présentation en tout début de semaine. Ça tombe bien, ça nous permettrait de faire une émission avant le débrief du match face à Lyon qui arrive le week-end prochain, mais on n'y est pas encore. Finissons déjà sur cette rencontre au Moustoir, match nul, on le rappelle, un partout entre Lorient et Nice, un scénario cruel, mais un contenu peut-être un peu rassurant. Et à ce moment-là, on va se tourner vers le milieu de terrain, et avant de s'attaquer au dossier Youssouf, essayons de ne pas résumer sa prestation à sa seule erreur individuelle, mais il va quand même falloir en parler. Je voudrais qu'on dise deux mots sur Morgan Sanson. Bon, à part une frappe où il était quand même en position assez favorable, qu'il aurait pu cadrer et qui aurait sûrement fait but, quelle abnégation, quelle activité, vraiment du liant apporté au milieu de terrain, titulaire indiscutable. Et je le disais sur mon compte X, du coup, un peu à moitié sur le ton de l'humour et à moitié au final très sérieux. Enfin, vous allez me dire si vous partagez ce sentiment-là. Mais en même pas 2 matchs, et peut-être même déjà avant le début officiel de la saison, Morgan Sanson a vraiment fait oublier à Aaron Ramsey qu'il est venu remplacer numériquement, et dans son rôle au milieu de terrain, il fait déjà l'unanimité parmi les supporters de l'OGC Nice, j'ai l'impression. En si peu de temps, c'est assez inédit, il y a assez peu de joueurs qui ont réussi à faire cette performance. Et là encore, une rencontre vraiment solide. C'est le type de joueur qu'on aimerait avoir à chaque ligne, au final, le genre de mec qui va faire toujours un match très propre, toujours un match à fond,
et qui vraiment apporte son expérience et on va dire sa volonté d'aller de l'avant à l'équipe. Bah déjà, il est indispensable, ça c'est clair. Il est indispensable pour un mot que tu as dit. Il crée le lien entre ta défense et ta ligne d'attaque. Et tu disais, c'est un type de joueur qu'on aimerait avoir à toutes les lignes. Aujourd'hui, je considère qu'on l'a, ce joueur un peu similaire dans la détermination et dans l'activité à toutes les lignes. Parce que au gardien, bon, bah, Tabulka, ça bouge pas, hein, c'est clair. Dante, bah, il a un peu ce profil-là dans son placement, dans la confiance qu'il peut inspirer. Au milieu, tu as Sanson. Et devant, tu as Gaëtan Laborde, qui certes a peut-être pas fait un match excellent, mais toujours dans l'activité. Non, Morgan Sanson, au-delà de la vanne de dire qu'il a fait oublier Aaron Ramsey, bon après les joueurs qui partent, on les oublie assez vite, hein. Mais Après, c'est Aaron Ramsey, c'était pas n'importe qui partait aussi. oui, mais bon, on sait qu'il n'a pas été ultra décisif à l'OGC Nice. Il aurait dû faire beaucoup mieux compte tenu de son expérience. Mais l'arrivée de Morgan Sanson, c'est exactement ce qu'il nous fallait au milieu de terrain. Euh, J'aimerais maintenant qu'il ait la petite passe décisive, le petit but qui lui manque. Mais bon, c'est très bien de l'avoir à ce niveau-là. Si physiquement tout fonctionne bien pendant la saison, on aura de quoi s'amuser avec lui parce que il est impressionnant, oui, clairement. Ouais, par contre, moi, le seul bémol que je mettrais pour l'instant, bon, il a clairement fait un super match, surtout une très bonne première mi-temps, je trouve, où il était carrément partout. En seconde mi-temps, je trouve que bon, il a pris son carton jaune et après on l'a plus du tout vu. J'ai un peu l'impression que physiquement, il est pas encore à 100%, donc j'espère Après les que ça crampes va venir. de la Ouais. première rencontre. Mais sinon après oui, vous avez tout dit, mais c'est vrai que c'est la petite chose que je note sur ces deux matchs pour l'instant. C'est dommage parce que je pense que s'il arrive à avoir ce niveau sur tout un match ou on va dire au moins 80 minutes, je pense que ça pourra nous faire encore plus de bien, mais c'est vrai que c'est une super recrue comme on l'avait dit et il apporte même plus que ce que je pensais. Donc vraiment, je pense que c'est déjà un patron dans l'équipe. En tout cas, sur le terrain, c'est le cas. Au milieu de terrain avec lui, Kefren Turam, évidemment, encore à la baguette d'un super match. Peut-être, bon, moi j'ai été moins convaincu par sa performance face à Lille et on en avait déjà débattu dans le dernier numéro. Là, j'ai vraiment trouvé une performance XXL. Peut-être manque de. Un peu, pas assez décisif devant le but. Il a eu ces deux occasions, peut-être, de permettre à l'OGC Nice de remporter le match, mais c'est vraiment pas là-dessus et sur lui que j'ai envie de tomber pour le résultat final. Mais vraiment, on l'a trouvé vraiment plus à l'aise dans le jeu, davantage de combinaisons et peut-être un peu moins précieux en premier rideau défensif et au pressing, mais beaucoup plus dans la construction du jeu et dans ce qu'il a pu apporter offensivement. En tout cas, moi, si Kefren Turam fait des matchs comme ça à chaque rencontre, ça me va très bien, si bien sûr il est encore là dans 2 semaines. Mais c'est Youssouf surtout qui va peut-être un peu cristalliser les débats des supporters de l'OGC Nice cette semaine, puisque un match, bah, vous allez me dire ce que vous allez en penser, parce que vu les réactions sur X, bah, en fait, je suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait d'accord sur sa performance, indépendamment de cette erreur individuelle qui coûte du coup les 3 points de la victoire à l'OGC Nice. Je sais pas ce que vous en avez pensé, on en a un peu parlé quand on a parlé du 11 et qu'on aurait peut-être préféré voir Hicham Boudaoui s'il était apte aligné au milieu de terrain. Mais est-ce qu'on touche pas vraiment, indépendamment de l'erreur, même si elle compte après dans l'analyse du match, est-ce qu'on touche pas aussi aux limites de Youssouf qui est un super joueur d'impact, que ce soit physique et dans le jeu, qui est vraiment capable d'apporter du volume aussi, qui a cette polyvalence qui permet à l'OGC Nice à la fois de peut-être se couvrir un peu derrière en phase défensive, mais également de faciliter la relance vers le milieu de terrain. Mais par contre, qui techniquement n'est peut-être pas le joueur le plus à l'aise des 3 milieux qu'on a cités. Et ce qui peut peut-être à un moment donné aussi limiter un peu la capacité de possession de balle, de créativité, même si voilà, 60% de possession de balle pour l'OGC Nice cet après-midi. Un joueur qui est quand même malgré tout plus technique que Pablo Rosario en sentinelle. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme sentiment sur Youssouf, qu'on n'a pas envie d'accabler pour son erreur, même s'il est responsable, qui n'est pas un mauvais joueur, mais je ne sais pas si en fait véritablement il a l'étoffe pour être le numéro 6 titulaire de cet OGC Nice, quand tout le monde naturellement est apte et disponible à son poste. Ce qui me dérange en fait, c'est que bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Par contre,
Je trouve qu'en première mi-temps, ça allait, mais au fur et à mesure du match, il a vraiment baissé le pied et en fin de match, enfin, je l'ai trouvé épuisé. Ce que je comprends pas et c'est pas bon, il fait son erreur, hein, mais c'est pas forcément à lui que j'en veux sur ce coup-là. C'est qu'on a vu, je sais pas combien de fois en seconde mi-temps que enfin, plusieurs fois, il avait le ballon dans les pieds. Il a failli se refaire reprendre, le ballon dans les pieds plusieurs fois comme ça, de la même manière que sur le but. C'est pas ça s'est joué à quelques millimètres à chaque fois. On voit que le joueur est en difficulté, on ne le change pas. Bah, du coup, au bout d'un moment, il fait la même chose, ben, ça nous a coûté cher. Donc, je comprends pas trop pourquoi il n'est pas sorti. Surtout que voilà, Boudaoui aurait pu rentrer en numéro 6 en fin de match. Ça se voyait qu'il était fatigué. Et voilà, enfin, je comprends pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu. Je sais pas si vous avez le même ressenti, qu'il était en difficulté en seconde mi-temps, qu'il a fait perdre souvent le ballon comme ça. Et malheureusement, la fois où on a perdu le ballon comme cela, où il a perdu le ballon, je trouve que Dante Rosario était beaucoup trop près de lui, beaucoup trop haut. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on se fait piéger Plus sur Pérez quand un même, peu hein, bêtement. aussi, on sait que c'est pas les joueurs les plus véloces, hein. Voilà, c'est ça en plus. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, je lui en veux pas forcément, comme je l'ai dit, sur sa perte de balle. Après, quand ça fait, je sais pas, 10 fois que tu vois que tu es en difficulté et que tu prends 15 ans à dégager un ballon, ben, dégage là ou fais une passe en arrière à Dante. Arrête de t'en mêler les pinceaux comme ça, tu vois. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, enfin, moi, je comprends pas. Je pense que, en tout cas, sur les changements au milieu de terrain, il aurait dû sortir et Boudaoui aurait dû rentrer à sa place à ce moment-là, en fait. Alric, C'était prévu, je crois, hein. que ce soit sur Youssouf, alors c'était prévu juste parce que le changement se fait effectivement juste après le but, mais de la performance de Youssouf à ces changements plus tardifs qu'au premier match, et on sait qu'on était tombé sur Francesco Farioli pour son coaching première rencontre. Est-ce que là pour toi c'est trop tard, c'est le jeu qui ne l'a pas permis, c'est malheureusement un fait de match de se dire ben oui, t'as l'impression que c'est trop tard parce que ben, le timing est très révélateur, enfin pas très révélateur, mais bon, le timing vraiment met une grosse loupe sur le fait que le changement arrive peut-être un peu tard parce qu'il y a eu ce but juste avant. Comment tu ressens ça? Est-ce que voilà, l'entraîneur niçois se cherche peut-être encore un peu sur le timing des changements? Est-ce que pour toi c'est encore... Alors, une erreur, c'est un mot déjà qui est très fort et qui porte un jugement, mais est-ce que c'est peut-être voilà, un manque d'appréciation? Enfin, comment est-ce que tu analyses cette situation, même si, encore une fois, l'idée, c'est pas d'analyser tout un match, toute une performance par le prisme d'une action, même si encore, voilà, elle compte fatalement dans le résultat, mais ça ne résume pas ni la performance de Francesco Farioli, ni celle de Youssouf Ndachimille. Au-delà de la malchance que le changement intervienne après une erreur de Youssouf, ce qui m'a surpris dans ce match, c'est le fait que oui, passé la 70e minute, il me semble, il n'y a toujours pas de changement de fait. Vous me corrigez si je dis une 70, bêtise. bah, 78e minute, juste après le but, le premier Voilà, c'est changement. ça. Donc ça, pour le coup, ça me pose problème. Alors, on a coutume de dire, lorsque on a l'impression que l'équipe est bien en place, pourquoi changer? Mais ça faisait quand même quelques fois, notamment pendant mi-temps, que je me disais, on fait trop d'erreurs dans la passe. Au-delà de faire un taureau au milieu de terrain, et ça, je voudrais qu'on y revienne à un moment donné, il y a des fois des passes à 2 mètres qui sont pas assurées. On manque encore de justesse à ce niveau-là. Après, en termes de fatigue ou je sais pas, parce que au final, tous les éléments qui pourraient relever de la fatigue, qui peuvent créer de la difficulté, notamment pour Youssouf au milieu de terrain, ils sont pour tous les joueurs. Je m'explique pas trop cette difficulté de Youssouf là, notamment en seconde mi-temps sur cette action, et puis sur plusieurs pertes de balles. Moi, ce que je pourrais éventuellement reprocher à Farioli, alors attention, je ne vais pas le condamner, c'est que il faut faire un peu plus tourner et qu'il a perdu du temps dans la gestion de son effectif. Clairement, j'aurais peut-être aimé voir un Boudaoui plus mobile au moment où tu t'aperçois que ton équipe met un peu plus de rythme dans le jeu, où elle arrête de faire la passe à 10. C'est là où je nous ai trouvé plus intéressant et c'est là où j'aurais peut-être aimé voir Boudaoui, donc clairement presque à l'heure de jeu, quoi. Un changement qui était intervenu, oui, hein, plus de 20 minutes plus tôt, hein, lors de la rencontre inaugurale face à Lille. Bon, pour d'autres raisons, les cartons jaunes, le manque de communication de l'arbitre, tout ce que Francesco Farioli avait dit. Et là, c'est vrai qu'au final, on est plus proche du 2-0 que du 1 partout, normalement, même si Jérémy
vu, par exemple, les chers auditeurs, chères auditrices, hein, n'hésitez pas voilà, à dire ce que vous en avez pensé aussi, notamment, je sais que vous êtes nombreux en ce moment dans les commentaires sur YouTube, mais voilà, n'hésitez pas sur notre compte X également à réagir, ou sur Instagram, ou sur d'autres plateformes où on peut être présent, Facebook notamment. Je m'y Euh, ferai jamais quand tu dis X, hein, Ouais, bah, je excuse-moi, me mais force aussi, mais bon, écoute, faut bien vivre avec son temps. On est déjà des vieux boomers, là, tous les trois. Si en plus de ça, on reste à l'époque du Minitel, on va avoir du mal. On va avancer d'une ligne, peut-être, pour terminer notre analyse des performances individuelles. Après, on reviendra peut-être davantage sur comment aborder d'un point de vue collectif les prochaines semaines. Et on terminera par une petite page mercato, parce que voilà, Jérémy nous apporte une information en direct grâce au notif de son téléphone. On a un peu bâclé le sujet, insider. mais on va y revenir. L'insider, exactement. Comment Euh, on dit en danois d'ailleurs, insider? J'ai pas encore appris le mot, désolé. d'accord. Mais Ah, merde. dès que je le sais, je vous le dirai. Devant Gaëtan Laborde, du coup, sur le côté droit, Evan Guessant en pointe, Sofiane Diop à gauche, et on va peut-être s'intéresser davantage à ce dernier. Encore une rencontre extrêmement difficile pour Sofiane Diop. J'ai pu apprécier, ça m'a valu quelques moqueries, mais c'est légitime, et je prends volontiers quand il a pu un peu se réaxer. En tout cas, c'est clair que c'était pas dingue non plus, hein. Je vais pas vous raconter des conneries, hein. Enfin pas plus que d'habitude en tout cas. Mais quand Sofiane Diop était au cœur du jeu, on a quand même senti que sa qualité technique, le fait d'être entouré d'autres joueurs vraiment qui puent le football, et je pense notamment au match de Kefren Turam, mais également, comme je le disais, à Youssef Attal qui pouvait se réaxer, tout ça, c'était quand même un peu plus facile pour lui de combiner, de créer du mouvement, que quand il est condamné voilà, à dédoubler avec Melvin Barr sur le côté gauche et vraiment à côté la ligne. On sent que à ce poste-là, bon, la saison est encore longue, sa saison dernière a été tronquée pour des raisons physiques, c'est un très jeune joueur, d'accord. J'ai quand même vraiment l'impression que dans le système de jeu actuellement en place à l'OGC Nice, jouer sur le côté, ça ne va vraiment pas lui permettre de développer ses qualités. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'on a recruté Jérémy Boga, qui était malheureusement absent pour blessure aussi sur cette rencontre-là. Je m'inquiète un peu, et on l'a déjà évoqué dans nos émissions précédentes, sur ce qui s'annonce pour la saison de Sofiane Diop s'il est condamné à rester à ce poste-là. Si Kefren Turam part et qu'on décide de l'installer à la pointe du milieu à 3, je serais curieux de voir ce que ça change, parce que j'ai l'impression que par éclair, par bribes, vraiment, j'ai pu voir quelque chose d'un peu plus positif dans son jeu quand il était dans l'axe. Sur le côté, je ne sais pas trop quoi en penser, et entre ce qu'il a coûté, l'importance qu'il avait dans le projet l'année dernière, et le manque de temps de jeu, de qualité qu'il va pouvoir avoir dans les prochaines semaines si rien ne change, ça pose vraiment des questions sur la suite. Moi, ce qui me pose question, c'est son attitude. Alors, on va peut-être dire que je me fourvoie, mais en première mi-temps, il se plaint à son coach qui touche pas le ballon. Mais garçon, propose des solutions. Redescends si tu touches pas le ballon. Montre-toi. Si personne te passe le ballon, c'est que tu bouges pas, c'est que tu ne crées rien. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande. Donc, moi, il y a un problème dans l'attitude. Au premier match, j'avais dit, mec, il marche. Il n'arrive pas à faire de différence. Il souffle déjà. Il a les mains sur les cuisses alors qu'il vient de rentrer. En première mi-temps, il se plaint. En seconde mi-temps, il fait pas une différence. Alors, peut-être qu'effectivement, il rentre 2-3 fois à l'intérieur et il crée des brèches. Mais il n'a plus le même impact qu'il avait l'année dernière. Et aujourd'hui, bon, moi ça m'énerve de voir déjà Jérémy Boga absent parce que je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est la raison exacte, mais ça m'énerve de le voir déjà absent. Donc forcément, Sofiane Diop, il est sur le côté gauche. Mais clairement, s'il ne montre pas quelque chose de plus intéressant, alors vous savez quoi? Je serais même tenté de dire la prochaine fois, ben, si on remet Guessant sur un côté, pourquoi pas mettre Buonani sur un côté à la place de Diop? C'est pas possible de ne rien proposer avec la qualité technique qu'il a. Il sait dribbler, il sait créer un petit peu de faire un peu du gris-gris, créer un peu le doute dans la défense adverse. Et ben on voit rien. Et ça, je comprends pas. Et en plus, il râle. Enfin, il râle. Il regarde son coach, il fait je sais pas quoi faire. Donc ça me perturbe. C'est pas le joueur que j'avais l'habitude de voir à l'AS Monaco. Jérémy, est-ce que justement le manque de ballon, et Alric fait bien de le souligner, les commentateurs de Prime Video d'ailleurs en avaient également parlé, c'est peut-être encore une fois un symptôme de ce qu'on disait. Dans l'axe, il toucherait plus de ballons, il serait peut-être un peu moins frustré, il pourrait
apporter quelque chose. Alors, sans dédouaner des responsabilités qu'il peut avoir, comme l'a évoqué Alric encore une fois, mais on sent qu'il y a quand même un malaise. Déjà, lui, très clairement, tu vois son langage corporel, tu vois ses performances, tu sens il n'est pas à l'aise dans cette équipe avec ces consignes tactiques-là. Et puis, bah, il y a un malaise plus globalement autour de lui. Il y a la principale recrue de l'été qui est arrivée à son poste. Tu as peut-être un des éléments maître de cette équipe qui est toujours installée au milieu de terrain et du coup qui ne va pas vous pouvoir déloger comme ça. On en parle moins parce qu'il y a eu blessure et peut-être d'un standing inférieur, mais on sait aussi que dans sa zone, il y a Alexis Claude Maurice qui a fait des choses intéressantes pendant la préparation. Ça devient compliqué, ça devient peut-être même inquiétant. Alors, on en a déjà débattu dans toutes les émissions, on va éviter peut-être de se répéter, mais là, encore une mauvaise rencontre. Il est en train vraiment de perdre un peu le crédit qu'il avait pu acquérir sur les dernières semaines de compétition de la saison dernière. Ouais, c'est vraiment super dommage. Je suis vraiment déçu par son match parce que justement en l'absence de Boga C'était et l'occasion. quand on C'était a vu l'occasion que de se voilà, montrer et c'était de son dire qu'il y avait une occasion. concurrence qui pouvait s'installer à gauche. C'est ça et en plus, bon, moi quand j'ai vu la compo, je me suis dit: «Bon, on n'a pas Mofi, voilà, on n'a pas Boga non plus, il va falloir que ce soit lui qui prenne un peu les choses en main aussi au niveau de faire des différences sur le terrain, faire des différences sur les 1 contre 1 parce que c'est un des rares joueurs qui en est capable. Là, c'est plutôt Kefren Turam qui a été très bon, dans ce registre-là aujourd'hui. Je trouve que, en fait, moi, ce qui me dérange, voilà, c'est comme a dit Elric, c'est qu'il réclamait plein de ballons, mais en seconde mi-temps, dès qu'il avait le ballon, il réussissait pas un dribble, il le perdait, quoi. Oui, il Donc, n'y a bon, rien qui a moment aussi, justifié le fait de réclamer ces voilà, ballons au final. enfin, je veux dire, il faut. Enfin, je sais pas, et ça, c'est pas le positionnement, je pense, hein, de pas gagner un duel ou quoi. Je pense que les qualités techniques qu'il a, mais ça me manque un peu de volume de jeu. Je sais pas trop, ça me frustre beaucoup parce que c'est vraiment un joueur qui a toujours été quand même bon, voire très bon à Monaco, qui a fait une très bonne. Bon, les matchs, on l'a vu l'année dernière, qu'il avait quand même été très bon. À Nice, il a toujours Ça apporté quelque me. chose, Voilà, même s'il n'était pas c'est ça, décisif, on sentait qu'il y avait un gym avec et sans Sofiane Diop, ne serait-ce que dans le mouvement et dans l'animation. c'est ça. Ouais, ça me frustre en tout cas. Enfin, outre voilà, déjà le résultat qui est frustrant, je trouve que sa prestation me frustre parce qu'il peut tellement faire mieux et je sais pas pourquoi, mais il le fait pas vraiment. Donc j'espère que ça ira mieux. J'espère qu'il va trouver pas sa place, mais qu'il va trouver le registre dans lequel il est plus à l'aise dans l'équipe. Mais c'est vraiment comme je disais pour Lotomba tout à l'heure, c'est pareil pour Diop. Ça me laisse perplexe et ça m'inquiète un petit peu là. Et puis, on va être très clair. Le fait qu'on ait payé 22 millions, ça ne veut rien dire, hein. Je veux dire, on se rappelle que l'arrivée de Diop pour 22 millions, c'est le résultat d'un mercato catastrophique fait par des gens qui n'y comprennent rien. Donc, ça n'offre aucun totem d'immunité ou je sais pas quoi. T'es Non, pas mais bon, ça t'es pas bon. suscite peut-être davantage d'attente, pardon, de la part Ah, ça, par contre, des supporters, ça, forcément. je suis d'accord. Ce Mais qui s'il n'aide est pas pas dans bon, il est pas bon. l'appréciation de ses performances actuelles. Tu parlais de Mercato, Alric, du coup, le dernier dossier qu'on va ouvrir sur cette rencontre va un peu nous permettre de faire la transition entre ce match nul un partout à Lorient et le Mercato, qui est on fire un peu là, parce que ça y est, on rentre dans ce qu'on appelait à l'époque le Fournier Time, hein, les 10 derniers jours de cette période de transfert. Je parle d'Evan Guessant, buteur aujourd'hui. Alors peut-être pas le but le plus académique et sur l'occasion la plus franche, hein, parce qu'il manque un face-à-face avec le gardien juste avant, alors qu'il s'amène bien le ballon dans la surface. En tout cas, il a proposé beaucoup de disponibilité, beaucoup de mouvement. Ça fait écho à son entrée assez positive face à Lille la semaine dernière. Evan Guessant, c'est pas un joueur sur lequel on aurait forcément parié en début de saison. Il sortait quand même d'un prêt assez compliqué à Nantes, au-delà des déclarations qu'il a pu y avoir, mais en tout cas, si on reste stricto sensus au sportif, ça n'avait pas été non plus flamboyant. Et là, 2 bons matchs. Le club, d'après les informations de Nice Matin, qui ont l'air de lui apporter un discours assez positif, en tout cas pour qu'il reste. Lui a décidé de rester, alors qu'on sait que les années passées, il était plutôt partant pour un départ, notamment du côté de la Belgique, où il avait plusieurs possibilités. D'un côté, l'OGC Nice a un remplaçant à Terem Moffi, à Gaëtan Laborde, ce qui pourrait être utile notamment pendant la CAN, si jamais il y avait besoin. C'est évidemment pas l'armada offensive qu'on pouvait avoir il y a encore 2 ans, mais on voit qu'Evan Guessant peut rendre des services. Le but, ça fait du bien à la tête pour lui. Ça fait peut-être aussi un peu une source de motivation pour d'autres jeunes qui pourraient vouloir s'installer dans la rotation du groupe pro.
Comment est-ce que vous accueillez cette information de Nice Matin, comme quoi il devrait rester? Et puis globalement, cette bonne surprise, parce qu'il y en a des fois du côté de l'OGC Nice, trop peu à notre goût, mais il y en a, de ce bon début de saison de Evan Guessant, tout simplement. Moi, je suis rassuré qu'il reste parce que c'est un joueur qui est polyvalent sur la ligne offensive, qui sur sa première saison, il y a 2 ans, en tant que c'était le 4e attaquant, je trouve que sur la plupart de ses entrées, bon, il avait mis le but contre Lyon, dont on se rappelle pour la victoire 3-2, mais je trouve qu'il avait fait quand même des entrées intéressantes. Et bon, pas mal de gens lui étaient tombés dessus. Moi, je trouvais que pour une première saison, c'était quand même pas si mal. L'année dernière, j'ai pas trop vu sa saison à Nantes, honnêtement, et c'est vrai que ça a été une saison compliquée 3 buts pour au Nantes. Donc, total c'est sur voilà. la saison. Mais il a souvent été utilisé sur un côté, il me semble. Donc voilà, c'était une saison, je pense, d'apprentissage vraiment. Et je suis content de son début de saison parce qu'il a vraiment du potentiel. Et je trouve que voilà, comme tu l'as dit, son entrée à Lille a été bonne. Agréablement surpris par son match cet après-midi. Je trouve que vraiment, c'est dommage qu'il loupe son face-à-face, mais il marque juste après. Sur vraiment une action, on dirait que le but est presque facile, mais je trouve qu'il fait quand même un geste qui est pas si évident que ça au vu de sa position. Donc non, enfin, il fait un très bon match et c'est rassurant de se dire que voilà, si Terem Moffi n'est pas là, ne peut pas être présent comme aujourd'hui où il a disputé qu'un quart d'heure, je crois, ou 10 minutes, on sait qu'on a quand même un attaquant derrière qui peut faire des matchs comme il a fait cet après-midi. Donc c'est rassurant. Il a très bien répondu sur Amazon après le match, justement sur le cas du penalty avec sa chaussure qui était déchirée. Donc je trouve que c'est vraiment un joueur en plus qui sort du centre de formation. Donc c'est bien de voir un joueur du centre de formation aussi qui joue en Ligue 1, qui a du temps de jeu. Donc non, je suis vraiment content qu'il ait fait ce match-là et je suis content qu'il reste parce que pour voilà, toutes les raisons que j'ai évoquées, sa polyvalence, son état d'esprit et son potentiel, je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'il reste ici. C'est pas un joueur qui me fait lever de mon fauteuil. Bon, déjà parce que je peux pas, mais surtout parce C'est que pas un magicien, effectivement, dans voilà, tous les sens du terme. c'est ça, je le trouve pas impressionnant. Par contre, il a fait un bon match dans l'ensemble, une très bonne deuxième mi-temps, mais je lui reproche encore un problème d'implication parfois. Parce que en première mi-temps, je trouve qu'il va pas assez au pressing, comme peut le faire un Terem Moffi, comme il l'a fait contre Lille, comme peut le faire parfois un Gaëtan Laborde. Je trouve qu'il est un peu feignant par moment. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler parce que c'est le but, enfin c'est ce que veut mettre en place, pardon, Francesco Farioli. Il faut aller embêter les défenseurs adverses. Voilà. Et puis, enfin, après, dans l'efficacité, certes, il met un but pas simple du tout, mais son face-à-face, on peut dire que le gardien peut briller, mais ça doit finir au fond. Oui. Bon, après, c'est pas le premier attaquant à rater un Non, bien face-à-face sûr. non Mais- plus. mais C'est voilà. dommageable. On aurait aimé qu'il finisse avec un doublé et nous les 3 points naturellement. Mais voilà, il se rattrape bien. Et Bien sûr. pour un jeune joueur qui avait montré, enfin, qui a malheureusement pas eu l'occasion de montrer beaucoup de choses à l'OGC Nice entre les différents prêts, d'abord à Lausanne, puis ensuite à Nantes, et le peu de temps de jeu qu'il a eu, on peut peut-être se féliciter que ces 2 rencontres-là, on n'a quasiment jamais autant vu Evan Guessant, en fait, depuis son Bah, il arrivée a dans bien le groupe pro. répondu à la non-titularisation de Buonanni, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Donc non, c'est une bonne chose. À confirmer, comme toujours, à confirmer. On n'a pas parlé déjà la semaine dernière de la question de l'arbitrage. C'était moitié une volonté et moitié on n'avait plus trop de temps dans l'émission. Là, je vous propose de vraiment faire rapidement parce que je pense que ça intéressera davantage les gens qu'on parle du mercato dans les 10 minutes qui arrivent. Très simplement, la question, est-ce qu'il y a pénalty sur Guessant et est-ce que le but aurait dû être accordé ou non par rapport au duel entre le gardien Lorienté et Pablo Rosario? Alors oui, il y a penalty, parce que il suffit de voir le match d'hier entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Bon, après, ça pouvait être une erreur le match hier et là, de la bonne décision. Toi, à ton avis, il y a semelle, il y a contact, il y a penalty. Non, mais on s'en fiche que ça soit une erreur. C'est soit on est cohérent dans l'arbitrage, soit... Du coup, c'est pour ça que je te demande ton avis, parce que être cohérent si jamais, dans la connerie, en fait, moi, ça m'intéresse pas dans l'absolu, tu vois. Enfin, Mais, moi, je pense qu'il y a penalty. D'accord. Et est-ce qu'il Je y a pense but, qu'il y a... du coup, après? Ah oui, bien sûr qu'il y a but. Ok. Bien Jérémy? sûr qu'il y a but. Et deuxième chose, moi, je veux vite qu'on parle de ça. Je vais aller très très vite, mais au témoin d'un doute, en début de saison, les arbitres, ils donnent les nouvelles règles, entre guillemets, à chaque club. Donc ça a été clair pour tout le monde que il fallait un peu plus jouer, il y aurait un peu plus de contact qui serait accepté.
Alors pourquoi Monsieur Loïc Ferry, ainsi que tous les joueurs de tous les clubs sur les terrains, se plaignent de l'arbitrage? Vous savez à partir de maintenant que on sifflera plus systématiquement jouer, sinon partez faire du golf. Jérémy, pour toi, sur ces deux actions, on va dire discutables. Bah, c'est discutable, c'est le mot en fait. Bon, moi hier quand j'ai vu Toulouse-Paris déjà, j'ai trouvé le penalty très généreux. Après, ben si on se fie aux règles, le Toulousain allait prendre le ballon et il a été empêché par le fait qu'on lui marche sur le pied comme ça. Donc, ok, il y a penalty, même si c'est sévère parce que Hakimi regarde le ballon en fait. Hein. Si on regarde sur l'action, il fait pas exprès de marcher sur le pied. Là, c'est un peu pareil, mais comme le dit Alric, encore une fois, et ça c'est depuis je sais pas combien d'années qu'il y a un problème de cohérence. Pour moi, si tu siffles, voilà, si tu siffles hier soir, même si c'est sévère, tu dois siffler cet après-midi. En plus, enfin, je veux dire, à partir du moment où là, le joueur là, il se fait marcher dessus, il te montre la chaussure qui est à moitié déchirée, et en plus, Guessant allait récupérer le ballon, on aurait pu avoir une action dangereuse par la suite. Enfin, je comprends. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cet arbitrage depuis quelques saisons et je trouve qu'avec la VAR, c'est encore pire en termes de communication. Alors, des fois, il y a des erreurs qui sont corrigées, mais il y en a tout autant, en fait, qui ne sont pas corrigées. En fait. Donc, c'est vraiment bizarre. Et moi, je suis vraiment fatigué par cette question d'arbitrage parce que, honnêtement, tous les matchs que je regarde en Ligue 1, quasiment tous sont gâchés par l'arbitrage, en fait. Alors, soit on siffle des fautes là où il n'y a rien, parce que ça aussi, il faut en parler, hein, des Lorientais en début de match qui étaient par terre à chaque fois qu'il y avait un contact alors qu'il n'y avait strictement rien. Donc bon, Et voilà, c'est eux ça me qui se rappelle plaignent en aussi un plus. peu le match. Voilà, en plus c'est eux qui se plaignent. Sinon, il faut leur rappeler aussi le match retour l'année dernière avec les 150 pénaltys qu'on n'a pas sifflé pour nous, avec des explications lunaires. On va pas y revenir, mais voilà, c'est globalement l'arbitrage comme d'habitude, il est compliqué, je trouve, à comprendre. Et pas qu'en France, j'ai vu aussi des problèmes en Angleterre, mais voilà, en France en tout cas, ça reste compliqué et j'ai toujours du mal à comprendre ces règles, surtout qu'il y a eu des nouvelles consignes qui ont été données, comme l'a dit Alric. En plus, il y avait une des consignes, c'était de favoriser le jeu. Le jeu n'est absolument pas favorisé vu le nombre de coups de sifflet qui sont donnés pour aucun contact. Donc voilà, moi ça me frustre et j'en ai un peu marre qu'on en parle tout le temps et j'en ai un peu marre parce que ça fait déjà 2 matchs qu'on a en Ligue 1 cette saison à l'OGC Nice. C'est 2 fois qu'on parle d'arbitrage et 2 fois on aurait dû siffler un penalty en notre faveur. Et ça commence à faire beaucoup depuis la saison dernière parce que oui, on perd des points. On pourrait avoir par exemple 6 points, 6 points. Oui, sans même parler de Et l'arbitrage, on l'arbitrage, aurait dû avoir voilà. 6 points, très clairement, Voilà, faute de rencontre. l'arbitrage nous aide absolument pas. Alors je demande pas à ce qu'il nous aide, mais j'aimerais bien qu'on soit arbitré un peu comme tout le Après, monde tous les parce clubs que diront ça fait. pareil, hein. Oui, mais enfin nous ça fait quand même beaucoup. Si on commence à faire la liste depuis l'année dernière, la saison dernière, pardon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et j'aimerais bien que ça change, quoi. Et en plus, Alric, nous, notre club ne dit rien. Pour le C'est vrai, meilleur, ça c'est un pour le meilleur problème. et pour le pire, on n'a pas non plus envie de se transformer en FC ouin comme les Bretons aujourd'hui ou comme nos voisins de l'ouest de la région. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On pourrait faire le débat pendant des heures sur l'arbitrage, mais vraiment, Oui, on mais on le non. déplore. Et comme le disait Jérémy, ça ne date pas de cette saison non plus. Et ça ne concerne pas que l'OGC Nice. Donc je vous propose de passer à quelque chose d'un peu plus concret et qui nous concerne plus directement, c'est le mercato qui est à venir. Donc, Lucas Digne qui devrait bientôt arriver. On aura l'occasion, si ça se confirme, de faire un numéro de bienvenue, comme on le fait traditionnellement quand il y a un nouveau joueur qui arrive à l'OGC Nice, qu'on est capable de trouver un invité qui est capable d'apporter une plus-value pour nous le présenter, même si je pense que Lucas Digne est un joueur que l'on connaît un peu mieux que les précédentes recrues en France. Mais qu'est-ce que ça vous inspire si ça devait se confirmer? Et après cette arrivée de Lucas Digne, pour vous, quelle stratégie doit adopter l'OGC Nice? Est-ce qu'on doit garder tout le monde? Est-ce qu'on doit vendre s'il y a possibilité de faire un gros chèque pour assainir les finances, la masse salariale et essayer de perfectionner, voilà, de prendre un peu de doubler les postes pour renforcer le groupe? Voilà, hein, vous êtes dans la peau du directeur sportif de l'OGC Nice. Vous êtes à 2 doigts de signer Lucas Digne. Est-ce que vous en félicitez? Et quelle est votre prochaine étape lundi matin au boulot? Très content si on arrive déjà à signer Lucas Digne parce que, bon, voilà, comme tu l'as dit, on connaît le joueur et je pense que ça serait un très bon renfort. Un cadre en plus supplémentaire avec de l'expérience en défense, je pense que ça serait une très bonne nouvelle. En plus, voilà, si Jean-Claire Todibo est amené à partir, je pense qu'on aura besoin de cette expérience-là.
Après sur les autres postes, bon moi j'attends toujours un défenseur central parce que même si Jean-Claire Todibo reste, je trouve qu'on manque de profondeur en défense centrale. Et alors, s'il part, Justement, n'en on a parlons pas. voilà, et n'en parlons pas. Je trouve qu'on a eu ce débat, notamment Rosario, Youssouf, si Todibo est pas là, qui on met en défense à côté de Dante. On a que ces 2 choix-là où c'est pas non plus 2 défenseurs de métier, quoi. Donc voilà, pour moi, il faut absolument un défenseur central et possiblement un milieu offensif, ou un ailier, qui puisse un peu apporter, bon, Buonanni a fait une très bonne entrée, mais voilà, aussi apporter peut-être un joueur qui soit polyvalent, devant, qui puisse apporter un peu comme Boga, devrait normalement nous apporter. J'espère qu'il ne sera pas blessé trop longtemps. Mais voilà, un profil un peu de dribbleur percutant, qui apporte de la vitesse. Je pense qu'on en a vraiment besoin, c'est ce qui nous manque. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est une très bonne chose de faire venir Lucas Digne. Déjà, je trouve que c'est assez exceptionnel de pouvoir attirer ce type de joueur parce qu'il est passé par de très gros clubs et que il a une très grosse expérience au niveau européen notamment. Après, je vais pas mentir, c'est pas un joueur que j'ai énormément vu jouer dans ma vie de fan de football. Mais si je me réfère à palmarès et dans ce qu'il a pu apporter, ce qu'il a pu faire dans sa carrière, pour moi c'est une très bonne recrue. Puis de toute façon, on pose derrière gauche par si bas. Ça Ouais, ne peut déjà, on être a une que- recrue, donc est-ce qu'on est vraiment en C'est ça, position de ouais, parler voilà. difficile? J'avoue, mais en tout cas, c'est vrai que niveau palmarès, niveau CV, par rapport à la situation financière, sportive, médiatique, l'attractivité généralement du gym aujourd'hui, ce serait un excellent coup. Après, on espère que sur le terrain, ça ne fasse pas une Morgan Schneiderlin, mais bon, ça, on verra exactement qui. Bah, ça, Brice va nous sortir de la Rome, Il va pas nous attention. payer, ça va pas être bon. on va aller voir là. Bah déjà que, voilà, hein. Mais bon, bref. Des recrues et des points, on en a faim. Il faut que ça arrive très rapidement, encore une fois, dans les 10 prochains jours pour que l'OGC Nice lance enfin sa saison, lance sa nouvelle ère et nous permette peut-être un peu d'espérer quelque chose. Au bout de cette saison 2023-2024, voilà, un deuxième journée, deuxième match nul, deuxième un partout, peut-être 4 points de perdu, voilà. Mais en tout cas, des perspectives quand même de satisfaction, même si j'en entends déjà crier derrière leur casque là, qu'on n'a peut-être pas le droit de se réjouir après si peu, mais si on a tenu 1 heure d'émission là, c'est peut-être qu'aussi il y avait quand même des choses à discuter. Ce n'a pas été le cas toutes les saisons. Et pour une fois, si je suis optimiste, écoutez, profitez-en, ça n'arrive pas souvent quand même. C'est quand même pas trop dans mon caractère habituellement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. On se retrouve, on sait pas quand, peut-être lundi, mardi, en fonction d'une éventuelle officialisation pour un latéral gauche ou un autre joueur en début de semaine. Et puis plus sûrement, probablement lundi d'après, pour le débrief de la rencontre face à Lyon. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, enfin un peu sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous lâcher un com, ça c'est un hommage au Skyblog qui nous quitte et tous les boomers comprendront la On est référence. vieux, Tant putain. pis pour les autres, on est vieux putain, mais on a survécu à toutes ces saisons du gym, alors pourquoi pas à celle-là en plus. Merci beaucoup messieurs et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.